Cela fait presque 60 ans que le Bénin a accédé à sa souveraineté nationale et internationale. Et les chefs d'État ont institué une tradition depuis tant d'années. C'est qu'à la veille de chaque célébration, les chefs d'État, les présidents de la République s'adressent à la nation à travers un discours solennel. Aujourd'hui, nous allons faire une incursion dans le monde de ces différents discours. Nous allons essayer de décortiquer du point de vue thématique ce que les chefs d'État disent à la nation à chaque célébration de la fête nationale. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau des invités. On a lu les invités? Oui, bien sûr, des invités pour en parler. Le professeur Léon Banibio-Bigou, il est enseignant-chercheur. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue. Bonjour, amis. Merci de nous avoir invités. Merci à ITélé pour l'effort. Merci, professeur. Merci, professeur. Et juste en face de vous, Joël Ataï-Gedegbe, il est acteur de la société civile. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, Bienvenue. Merci, bonjour, bienvenue. Et encore un troisième sur ce plateau, un habitué également, Constant Yaouedéou, directeur de Radio Planète. Bonjour. Bonjour, chers confrères. Bonjour. Voilà, bonjour une fois encore, chers invités. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Nous allons prendre fondamentalement pour repère tout au long de cette émission des années 90 à nos jours pour pouvoir mieux nous situer. Parce qu'en termes de documentation, il a été plus facile de nous procurer les discours des chefs d'État de ces périodes. Mais avant justement d'en arriver là, est-ce que vous avez une idée de ce que les chefs d'État disaient déjà dans les années 60? Professeur Léon Banibio-Bigou, à l'occasion de la célébration de la fête nationale, est-ce que vous avez l'impression que les thématiques étaient beaucoup plus basées sur « oui, on a été indépendant, maintenant travaillons ». Absolument, oui. Ça, pour le premier discours du président Iber Maga à Porto Novo, et ce que j'ai retenu comme thématique, d'abord la question de l'unité. Et il y a ce bout de phrase là où il disait, oui, c'est bon de dire qu'on est indépendant, mais la mesure de notre dépendance, c'est nous-mêmes d'abord. Deuxième thématique, c'est par rapport au travail. Et plus nous allons travailler, plus nous allons produire, plus nous allons nous nourrir, plus nous allons nous suffire, plus nous serons indépendants. Et qu'on ne peut pas être indépendant en ayant la main toujours tendue vers celui qui nous dominait. Donc c'est autour de la question d'abord de l'unité, de notre entente, de notre travail, comme par hasard, c'est par rapport à l'opérationnalisation de notre rêve commun qui est consigné dans notre devise, fraternité, justice, travail. Très bien, Joël Ataï-Gedegbe, que devrait comporter un discours? Le chef d'État. Oui, de chef d'État, bien sûr. Bon, je ne suis pas encore dans leur peau. Oui. Mais on s'attend généralement à ce que ce soit un bilan. Enfin, c'est d'abord un rendez-vous. Donc nous attendons du père de la nation. On parle d'indépendance, on parle du père de la nation. On attend de lui un discours qui rassemble, fédère davantage, nous interpelle par rapport à ce qui nous attend en tant que... Si vous permettez, pour des raisons techniques, on va d'abord parce qu'il paraît que c'est mal en tête. Alors, Conseil Yaouedéou, on parle toujours de ces périodes-là des années 60. On a été indépendant, maintenant travaillons. Est-ce que vous avez l'impression que ça a duré longtemps? Puisque, juste après l'indépendance, il n'a échappé à personne que nous sommes entrés dans une période d'instabilité politique. Est-ce que ça a aussi été le cas tout au long de ces années-là? Non, des années 60. Absolument, absolument pas. Le professeur l'a dit tout à l'heure. Et on s'est donné beaucoup d'espoir, mais on ne s'est pas donné les moyens qu'il faut pour réussir. Vous savez, il n'y a pas de développement quand il y a l'instabilité. Parce que le développement, c'est un programme. Vous voyez, le développement, c'est un programme. Non, à partir du moment où vous avez un programme à exécuter, et je le disais la dernière fois sur ce même plateau, et si on ne va pas au bout du mandat d'un président, on ne peut pas dire il a bien fait, il a mal fait, parce que c'est sur le temps qu'il a basé son projet de société. Et on ne peut pas à mi-parcours commencer par faire une évaluation exhaustive pour dire ça ne va pas, il faut tout changer, il faut changer d'orientation. Donc quand il y a instabilité, que vous avez connu des présidents d'une journée, alors que c'est tout un programme qui a fait qu'on a pu le mettre en place. Il n'a fait qu'une journée, il n'a fait que 8 mois. Dans une instabilité comme ça, on ne peut jamais aboutir. Je crois
que c'est ça qui a amené 1972, donc on va sans doute parler tout à l'heure. Oui. Est-ce que les événements dans le temps influaient sur le contenu du discours présenté dans les années 60? Non, il n'y a pas d'obligation, mais le public était tout oui. Et souvent a été déjoué dans ses attentes par le contenu du discours lui-même, qui parfois était relativement creux, disons-le. Parlait pour ne rien dire, pour ne pas adresser en tout cas les questions préoccupantes de l'heure. Et au fond, il n'y a pas d'obligation pour un chef d'État de venir à ce rendez-vous, non seulement faire le point, mais et surtout répondre aux attentes du public. Et généralement, c'est un discours fédérateur, aussi consensuel que possible. Et quelquefois, certains ont effectivement pris sur eux de répondre ponctuellement, ainsi qu'on l'a vu l'année dernière sur la question de la révision de la Constitution, et qui agitait l'opinion. On a vu le chef de l'État dire très nettement sa position par rapport à l'espèce d'angoisse, d'expectative dans laquelle l'opinion publique se trouvait. Et c'est peut-être ce qui est attendu, mais c'est discutable, parce que c'est un moment de commémoration où il faut se contenter de bien arrondir les angles pour que la fête soit. Voilà. On a traversé aussi une période d'instabilité, professeur Léon Bani-Biao-Bigou, et on en arrive aux années 72, avec l'armée au pouvoir, cette fois le président Mathieu Kérékou, qui était, on va dire, venu au pouvoir dans un contexte peut-être difficile. Mais est-ce que ces discours-là, à l'époque, se calquaient sur le contexte, la période? Absolument. Vous voyez, lorsque un régime se met en place, qu'on le veuille ou pas, est influencé par les événements qui se sont passés. Vous ne pouvez pas comprendre la position, les discours du président Kérékou lorsqu'il est arrivé en 72, si on ignore ce qui s'est passé de 60 à 72. Quand ils ont pris le pouvoir, Maga et Apiti ont pris le pouvoir de 60 à 63. Pour comprendre cela, il faut savoir ce qui s'est passé avant. Parce que notre histoire est une histoire profonde pour pouvoir comprendre ce qui nous arrive. Nous gérons les conséquences des événements qui remontent. Et c'est en cela qu'il faut situer chaque discours, chaque chef d'État dans son contexte. Sinon, on va faire des analyses biaisées et on va perdre les législations. Donc, Kérékou est arrivé en 72. Oui. Lorsque vous êtes arrivé d'abord dans un contexte où, entre trois têtes contre les pères de la nation, là, il n'y a pas une attente, c'est l'entente de 2 contre 1. Lorsque ils sont arrivés, et eux, comment d'abord, Maga et Omodebe, après Maga et Apiti, ils se sont fait pour qu'on en arrive à voir les 3 têtes. Et on est arrivé dans une situation telle qu'aucun des 3 n'avait la carrure nécessaire pour dominer l'ensemble de l'espace du territoire national. Une bonne soixantaine de peuples avec des réalités différentes. Il faut bel et bien avoir des idées pour gérer tout cela. Donc, finalement, on prend la diversité comme un problème de confrontation, alors que la diversité peut dire aussi richesse, complémentarité. Donc, notre capacité, notre incapacité de gérer la différence, de gérer tout ce que nous avons comme réalité et voir cela comme richesse nationale, on l'a interprété autrement parce que lui ne se comporte pas comme moi je ne me comporte pas comme lui. Donc, voilà d'abord ça. Donc, de 60 à 63, finalement, c'est Maga a pris 3 ans. Mais à partir de ce moment-là, et quand il y a rapprochement entre Apiti et Aoumadegwe, pour mettre de côté, on a ouvert la voie, comme on appelle, l'instabilité chronique. En 12 ans d'indépendance, près de 8 coups d'État. En 12 ans d'indépendance, faites la moyenne. Mais dans une situation, sur 12 ans, pratiquement de gâchis, quel développement vous voulez faire? Le Bénin, tel qu'on connaît le Bénin, la nature nous a doté de tout. Il nous restait quoi? C'est de pouvoir gérer au mieux. Donc, Kérékou arrivé dans ce contexte-là, d'instabilité chronique, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Parce que les gens sont arrivés à adopter des comportements où on a campé, on a orienté, on a développé la conscience des citoyennes et des citoyens par rapport aux individus, par
par rapport à leur groupe ethnique, par rapport à leur région. C'est comme ça que, au lieu de voir l'essentiel pour une vision d'ensemble, pour les richesses nationales, pour gérer au mieux l'ensemble des peuples béninois, on s'est orienté sur les questions de personnes, sur des questions d'individus. Donc, dans ces conditions-là, pour pouvoir changer cela, quand tu as parlé, il faut un pouvoir fort. Parce qu'on est dans un comportement où chacun fait ce qu'il veut, ainsi de suite. Alors là, il fallait de la force. Vous avez vu, pendant 2 ans, avec le pouvoir militaire, vous avez vu comment le comportement de Dahomey, progressivement, lorsque les civils sont intégrés, vous avez vu aussi comment on en est arrivé et à voir encore un autre type de comportement. Donc tout, sauf par rapport à ce qui nous a vu vers... Dans ce pays-là, au moment où il y avait une certaine stabilité, et c'est là qu'il faudrait... Dans ce pays, il y avait la surliquidité. Et on a connu une période où il y a de la surliquidité dans ce pays parce qu'il y avait de la rigueur et il y avait de la gestion. Mais qu'est-ce qui se fait que, comment on en est arrivé que dans le même pays, quelques années après, qu'on soit incapable, n'est-ce pas, de payer même les fonctionnaires, 5-6 mois, dans le même pays là, où il y avait la surliquidité, et on en arrive, oui. Donc voilà les questions du fond. Et c'est comme ça que vous pouvez comprendre les discours fleuves de Kérékou, toujours par rapport à l'unité nationale, par rapport au développement, par rapport à la gestion de ceci, par rapport à la gestion de cela. Et on en est arrivé jusqu'au bord de la fracture pour en arriver à votre borne de 1990. Donc on ne peut pas comprendre 1990 si on ne connaît pas ce qui s'est passé de 60. Et justement. Est-ce qu'en tant que militaire, Kérékou avait un discours particulier de celui que tenaient les civils, Conseil Yaouedou? Mais Kérékou ne pouvait pas avoir un discours particulier parce que, comme le disait tout à l'heure le professeur, il y avait une question de fond. Et ce n'est que sur la forme que tous les discours se fait. Et on entendait que unité nationale, travail, c'est tout ce qu'on entendait. Et Kérékou, c'est vrai, c'était un militaire, on avait un gouvernement militaire et tout ça, mais les civils, c'est parce qu'on parlait de gouvernement militaire qu'on ne voyait pas des civils. Sinon, il y avait quand même des universitaires derrière qui aidaient, mais qui n'avaient pas autre chose que le discours à proposer un peu. Vous voyez le discours du général Mathieu Kérékou dans le temps. Il faut dire aussi qu'il y avait cette influence de parti unique qui faisait que tout le monde, vous n'avez pas apprécié autrement que d'applaudir le discours. Donc, mais est-ce que le discours était convaincant tout de même? Est-ce que ça abordait des préoccupations de l'heure, les préoccupations de l'heure? Mais à partir du moment où c'est la pensée unique, oui, vous ne pouvez pas accepter autre chose que ce qu'on vous propose. Donc tout ce qu'on disait, c'était ça qui allait faire notre développement. Et déjà, vous voyez, le général Mathieu Kérékou, le jour-là, il se mettait pas en tenue qui faisait, c'est un agbada pour montrer qu'il est nationaliste, qu'il n'est pas militaire, forcément, qu'il est des populations et tout. Le discours faisait 2 heures, 2 heures et demie. Donc, personne, comme là, tout ça, c'était un peu oiseux. On n'attendait pas forcément le contenu. On attend que à la fin, les slogans aillent pour qu'on acclame. Donc, le slogan du camarade. Oui, du camarade de lutte. Donc, le grand camarade de lutte. Donc, c'était un peu ça. C'est ça qui a fait que ce discours, on ne le voit pas trop détaché des autres discours sur l'état de la nation. On ne sent pas de différence entre le discours sur l'état de la nation, ce que le président fait le 31 décembre, et le discours du 31 juillet. Il n'y a vraiment pas de contenu. On ne sait pas quel est le discours de bilan, quel est le discours de développement. Oui, vous voyez. Donc, le problème de contenu fait que c'est sur la forme qu'on surfe, et les populations n'attendent pas forcément autre chose que l'élégance avec laquelle le chef de l'État va présenter
pour qu'on se sente révolutionnaire, parce que vous n'avez même pas le droit de commenter le discours. Vous ne pouvez même pas, comme on le fait aujourd'hui, on va y arriver juste à l'heure. Donc les populations n'attendent pas beaucoup de ce discours. Mais au temps de la Révolution, il faut dire qu'on avait souvent des remises de peine, il y avait des annonces qui viennent de temps en temps, et oui, qui intéressaient la population. Donc c'est un peu ce que je peux dire par rapport aux attentes des populations, des discours révolutionnaires dans le temps. On n'attendait pas beaucoup de choses. Jonathan Guédégbé, des discours fleuves dans la période révolutionnaire, certes, mais qui n'abordaient pas grand-chose, c'est ça? Est-ce que les préoccupations de l'heure n'étaient pas soulignées dans les discours? Ah non, vous n'auriez pas pu dire ça à l'époque. Et rendant leur justice quand même que ça se voulait quasiment un discours bilan aussi. D'accord. Et en cela, on pouvait comprendre le verbiage ou le côté fleuve, en tout cas, de la chose. Et puis c'était la tendance avec les grands leaders de l'époque, les effets de manche, enfin, voilà. Il était difficile d'y déroger. Je doute qu'ailleurs, cela ait pu se faire autrement que dans ce format-là. Et donc, les temps changent. Et la manière de communiquer avec l'opinion publique également. Et je crois qu'à un cas, les gens s'aperçoivent ou admettent qu'il faut circonscrire ce type de discours à pas seulement une formalité, mais à un format aussi digeste que possible pour faciliter sa prise en compte, son commentaire, et ne pas lasser là où les gens ont la possibilité de zapper. Est-ce que vous aviez plusieurs chaînes à l'époque? On était heureux d'avoir notre seule télé nationale en noir et blanc, s'il vous plaît, avec des horaires réduits. Donc c'était tout un spectacle. Mal vous en prenez de vouloir aller au fond des choses. Mais c'était parfois des discours qui couvraient l'ensemble de l'activité gouvernementale ou étatique, et bien sûr présenté sous l'angle de la justification dans toute la mesure du possible, avec quelques explications. Si je remonte rapidement aux années d'avant la Révolution, oui. Je n'ai pas rigoureusement le souvenir, mais j'ai vu des écrits de certains chefs d'État de l'époque où les discours de prise de service, parce qu'il y a eu des coups d'État, il y a eu des proclamations de prise de pouvoir, qui étaient autant de discours-programmes, où on faisait le diagnostic, on annonçait de quelques grandes mesures vagues et qu'on ne pouvait jamais soumettre à évaluation, ou qui, de toute façon, l'évaluation montrait qu'elles étaient d'une certaine inanité. On n'a pas seulement connu dans les années 85 à 89 les difficultés de paiement, on a connu dans ce pays également ce qu'on a appelé les abattements sur salaire. On a réduit des salaires de 10%, très officiellement. Et donc, il fallait justifier cela, ça n'allait pas de soi. Donc j'imagine que les discours de l'époque aussi devaient essayer de faire passer la pilule, d'autant que nos budgets étaient très rarement en équilibre et devaient attendre la subvention de la métropole. Il ne vous a jamais étonné de voir que les coups d'État avaient lieu à peu près au même moment. Et donc ça dépendait du bon vouloir de la puissance coloniale de laisser un régime se trouver ou bien de subir l'instabilité, de dégager. Il suffisait juste d'actionner sur ce levier-là. Donc celui qui vous tient, et nous parlons de dépendance, finalement détermine votre vie. Alors 1972 représente effectivement une grande rupture. Et je n'ai plus le souvenir du 1er août de 1973. Très rapidement, on a basculé dans une nouvelle fête nationale qui était le 30 novembre. Oui. 30 novembre, parce que dès le 30 novembre 1972, parlant de proclamation, au-delà de celui de la prise de pouvoir, le pouvoir militaire de l'époque, ou le pouvoir révolutionnaire, parce que les civils étaient à l'œuvre, comme disait M. Yawedou, il a fallu présenter une plateforme qu'on a appelée le discours programme. Mais son vrai nom, c'était la politique nouvelle d'indépendance nationale. Et tout y était quasiment, on parlait de société, de société nouvelle où il faudrait bon vivre. C'était le rêve. Qui n'aurait pas adhéré à ça
qui ne se serait pas laissé emporter un peu par ça. Ensuite, on vous a parlé de quoi? De marxisme-léninisme, de socialisme scientifique, comme s'il y avait un autre... Bon, enfin, je ne veux pas rentrer dans les distinctions. Donc, les mots avaient des usages. Et le discours, par essence lui-même, est fait pour donner telle orientation ou telle autre. C'était des discours de persuasion pour convaincre, c'est ça? Parfois, mais c'était pour ceux qui avaient la stabilité. Quand on revient à la période démocratique, du renouveau démocratique, où les gens avaient plus ou moins la certitude de tenir pendant les 5 ans, ça commençait à devenir un discours de convenance. Et c'est là que la question que pose M. Yawedo devient intéressante de savoir comment distinguer finalement le discours sur l'indépendance ou le discours à l'occasion de la fête nationale, le discours à l'occasion de l'état de la nation, et le discours de fin d'année. Qu'est-ce qui détermine chacun et comment s'y retrouver finalement dans leur forme ou par rapport à nos attentes et à ce que ça devrait contenir. Professeur Léon Bani Bigou, dites-nous quels ont été les impacts de ces discours globalement dans l'ensemble sur les années 60 à 90. 60 à 90, on a dit, oui, lorsque on a abordé, entamé cette ère d'instabilité chronique, naturellement, celui qui arrive, c'est pour pouvoir justifier l'acte qu'il est en train de poser par rapport à son prédécesseur. Comme il a dit, on connaît des gens qui ont fait 23 jours. 24 heures. Non, 24. On a compté tout ça ici. Et on les met sur la liste des présidents. Non, en fait, le gros problème, nous, au niveau des différents responsables de la société, première chose, n'ont pas voulu tirer leçon de l'histoire politique par rapport à la période qui est arrivée. De telle manière que, n'ayant pas su les non-dits même de l'histoire politique par rapport à ce qu'on connaît et par rapport à ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on appelle les non-dits et qui ont déterminé le comportement des uns et des autres, alors ils en sont arrivés d'une manière ou d'une autre à vouloir dire aux populations qui n'ont pas accès à un certain nombre d'informations, comme pour à peu près, n'est-ce pas, haranguer, mais, et ne pas leur faire voir les vrais problèmes que nous avons par rapport à notre indépendance. Parce que lorsqu'on en arrive à l'indépendance, pour le 1er août, on voudrait voir quoi? Chaque année, ce qu'on appelle l'indépendance, ça veut dire on ne tient pas nous-mêmes, maintenant nous sommes nous-mêmes. On devait pouvoir, justement, les discours devaient être axés sur comment nous gérons notre indépendance. C'est comme si... Est-ce que ce n'est pas peut-être les problèmes de personnes qui ont peut-être orienté autrement les discours? On ne parle pas de développement, mais on ne parle pas de développement. C'est ce que je disais tantôt. Oui. Le vrai problème, la source même de nos difficultés, c'est des questions de personnes. Et à travers les personnes, des groupes ethniques, à travers les groupes ethniques, les régions. La base est là. Et tant qu'on n'aura pas mis l'accent sur ça, nous allons toujours piétiner. Sans vous mentir. Nous allons toujours piétiner. Et c'est en cela que, pour moi, personnellement, au cours des discours du 1er août, par rapport au 1er août, tout devait être axé sur... Je dis bien, sur le mot indépendance. Cela implique quoi? Il ne faudrait pas dire, nous avons acquis l'indépendance, à ceci, à cela, mais concrètement, comment nous faisons en tant que peuple pour mériter cette indépendance? Cela suppose quoi? Du point de vue de l'éducation. Regardez, depuis qu'on a dit que nous sommes indépendants par rapport à notre système éducatif, moi je donne un exemple sur ça. Aucun pays ne peut se développer sans son système éducatif. On devait pouvoir en faire d'abord la priorité des priorités. Qu'est-ce que maintenant que nous sommes indépendants, on a été formaté sur un système éducatif. Mais par rapport à nous-mêmes, quelle est notre propre vision? Puisque nous avons déterminé notre vision à travers notre, comment on appelle, les devises, maintenant comment nous opérationnalisons cela par rapport à notre système éducatif. C'est ce qui a amené quelqu'un à un moment donné à parler de la réforme du système éducatif. Vous comprenez? 2.
par rapport à l'économie. Vous voyez, dans un pays où il n'y a pas de désert, où on a même 2 saisons, la nature nous a complètement gâtés. Comment nous faisons par rapport à ce que nous avons en place, ce que la nature nous a donné, ce que Dieu nous a donné, comment nous faisons pour que nos ressources, que nous puissions les transformer, pour que cela puisse avoir des effets bénéfiques jusqu'au niveau de nos paysans. Regardez, prenez le coton, prenez tout ce que nous avons là. Là, vous êtes déjà dans l'actualité. Non, c'est pas l'actualité. C'est notre vie de tous les jours. C'est notre vie de tous les jours, ça. Même avant les années 80. Moi, j'ai vu comment on est arrivé par rapport à la culture de Congo. J'étais élève et tout ça. Je ne parle pas en l'air, là. Ce que la nature nous a donné, comment nous allons continuer à vendre à l'extérieur la matière première et que ça nous revienne plus cher chez nous. C'est des questions de fond. Et c'est ce problème qu'on devait aborder, ça fait une discussion indépendante. Quel est le chemin que nous avons pu faire pendant 1 an par rapport à l'éducation, par rapport à l'économie, par rapport à nos cultures et tout ça. Regardez aujourd'hui le système dans lequel nous avons formaté. Regardez tout ce que nous formons comme diplômés chaque année, d'hier à aujourd'hui. On l'a qualifié de quartier latin ici, parce qu'on a été intelligent et tout ça là. Et bon, bref, on n'a pas su, je dis bien, on n'a pas su, les discours devaient venir compte de ces différents éléments pour que chaque année, on fasse un bilan, que ça soit l'occasion, dans le discours, l'année dernière, voilà ce qu'on avait décidé, voici ce à quoi on est arrivé, ainsi de suite, à 59 ans. Je crois qu'on aurait pu quand même faire un bon bilan. C'est ce qui n'a pas été fait. Très bien. Et puis, nous entrons dans les années 90 avec la conférence nationale qui vient de se dérouler. Et le 31 juillet 1990, Mathieu Kérékou disait ceci: il est indéniable que la réconciliation, l'unité nationale et la cohésion nationale, pour être solide, viable et durable, doivent reposer forcément sur un large consensus de toutes les composantes de notre société. Ce consensus implique nécessairement l'instauration d'un débat d'idées dans le respect strict des règles du jeu démocratique. Conseil Awedéou, est-ce que vous avez l'impression que dans les années 90, la préoccupation de l'Ouest était vraiment la cohésion nationale, l'unité nationale? Puisque c'est ça qu'on a semblé noter dans ce discours fondamentalement, après peut-être les soubresauts des années 72 jusqu'à 90, on a semblé retrouver une certaine liberté. Maintenant, unissons-nous. Oui, puisque le président était obligé de faire un discours, il est tenu d'y mettre un contenu, absolument. Et tout ce que nous venons d'entendre, que vous venez de dire, a, comme le disait le professeur Biabigou, a rapport avec les principes de l'indépendance, les objectifs de l'indépendance. Mais est-ce que dans la pratique, ça a été réellement suivi? Donc, il y a beaucoup d'annonces, mais qui, dans la suite, ne donnent plus les effets. Peut-être que la manière dont la conférence s'est déroulée, il y avait quand même une certaine influence nationale qui avait gagné tout le monde. On pensait que réellement les choses allaient changer tel qu'on a vu se dérouler la conférence, tel que le président Kérékou avait accepté les résultats de la conférence et tout. Donc il y avait une fièvre. Mais est-ce que les éléments, et je crois que c'est le problème que pose le professeur Biabigou, est-ce que les éléments qui devraient vraiment constituer les bases pour qu'on ait les résultats qu'il faut, est-ce que ces éléments ont été vraiment pris en compte? Je crois que notre manière de nous gérer ont suffisamment influencé, et dès le lendemain, les clans ethniques ont commencé par se former. Nous étions là, vous êtes venus nous balayer, vous venez maintenant en intellectuel pour venir nous dire quoi. Donc, le débat n'a pas été scientifique. Et je crois que le professeur a effectivement raison pour dire que, tout au moins, pour l'indépendance, qui n'est pas une volonté, ni un programme de société, un projet de société d'un individu ou d'un candidat, ce débat doit être un débat scientifique. On doit pouvoir faire
ça ne doit pas être, c'est pour ça que je posais pour le de bilan, ça ne doit pas être le bilan du pouvoir actuel qui doit être le débat de fond un 1er août, mais ça doit être d'où nous sommes venus. Qu'est-ce que nous avons fait jusque-là et qu'est-ce que nous allons faire maintenant? En termes de développement. En termes de développement, en termes d'abord de ce que nous avons nous-mêmes mis dans l'indépendance que nous voulons. C'est ça. Qu'est-ce que nous avons voulu avant 1960? Quand on a eu les indépendances en 1960, qu'est-ce que nous en avons fait? Qu'est-ce que nous avons raté? Qu'est-ce qui est à rattraper? Ce n'est pas le bilan. Le président a des... Je ne parle pas du président actuel, le président. Oui. Ils ont l'occasion de présenter leur bilan, le bilan de leur action par rapport à leur mandat. Mais quand on fait le débat du 1er août, le débat de l'indépendance, on n'a pas à voir la couleur du chef qui est au pouvoir en ce moment. On doit voir le Bénin. Nous avons quitté où nous sommes là. Est-ce que nous sommes en train de réussir sur notre chemin? Le professeur a parlé tout à l'heure du système éducatif et tout ça. Si aujourd'hui les Chinois nous ont dépassés, c'est que ils ont pris la mesure des choses à un moment donné. Et aujourd'hui, nous allons même à l'école des Chinois pour aller apprendre la langue chinoise, pour pouvoir étudier et pour pouvoir les comprendre. Et pourquoi nous-mêmes, on ne pouvait pas, en tant que quartier latin, les plus intelligents de l'Afrique, proclamer, mais pourquoi nous n'avons pas, nous n'avons pas fait ce débat de fond où on met tout politique en dehors et on pense. J'ai toujours donné l'exemple des États-Unis. L'autre président est parti, tout le monde a pensé que l'Irak aura la paix, mais c'est lui qui est plus pacifique qui est venu frapper. Parce que la politique, c'est la politique de l'État. C'est le développement de l'État. On pense aux États-Unis, on ne pense pas à Bill Clinton, on ne pense pas à Reagan, on ne pense pas... Non, on pense États-Unis. Quelle va être notre place dans les générations successives? Donc, c'est le débat du 1er août, tel que nous sommes en train de le faire là, devrait être un débat autre que politique, mais un débat d'abord scientifique. Très bien. Joël Ataïgadegbe, est-ce que c'est parce que le pays venait de sortir des déchirures que le président Mathieu Kérékou a utilisé les termes réconciliation, unité nationale et consensus? Oui, forcément. Et je rejoins le professeur Léon Biabigou par rapport au caractère déterminant du contexte. Et il peut être brillant, on le voit transparaître là dans le discours. On voit un président aussi contesté par le passé, et toléré dans le cadre de la transition, essayer d'assumer son rôle, de donner des gages et de rassurer qu'un nouveau départ est possible pour notre nation, ou bien de préciser les conditions dans lesquelles le renouveau démocratique serait viable. Si on avait les images, on verrait le caractère même tragique de ce contexte où le président Kérékou est chargé de défaire ce qu'il a fait. Et le drapeau vert à l'étoile rouge devait disparaître à l'occasion du 1er août 1990. C'était une des résolutions également. Donc il fallait descendre ce drapeau-là et remettre le drapeau du 1er août 1960 contesté et présenté comme un legs de la puissance coloniale. C'est pas évident. Il faut beaucoup de hauteur d'esprit pour quelqu'un de défaire ce qu'il a fait avec toute cette passion, toute cette conviction pendant les années révolutionnaires. Et c'est aussi ça qu'il faut peut-être voir en filigrane. C'est peut-être la négociation par le président Kérékou du pardon, sinon la pédagogie de la concorde et qu'il essaye de refaire à l'occasion. Mais ça ne va pas toujours de soi. On n'est pas toujours disposé à entendre même celui qui parle, parce que il y a le bilan de sa gestion qu'on est toujours en train de vouloir lui opposer. Et alors que si je suis Constant Yawedeou, il est censé nous rappeler, nous ramener vers la concorde nationale, vers l'idée de nous rendre indépendants et des efforts qui nous restent à faire. Alors c'est finalement un moment difficile, un moment parfois quelconque, où
on a ce qu'on a selon les contingences de l'heure et de l'époque. Et on ne peut pas préjuger, on ne peut même pas, dans quelques jours, dans quelques heures, nous aurons justement un nouveau discours encore. Un nouveau discours dans un contexte particulier. Bien sûr. Où on attend également voilà, donc c'est l'histoire qui on a même l'impression qu'après la transition, là, lorsque Nicéphore Dieudonné Soglo est venu au pouvoir déjà en 91, la question de l'unité nationale continuait toujours, le patriotisme. Par exemple, le 1er août 1991, il affirmait, c'est pourquoi je voudrais exhorter ici tous les acteurs de la vie nationale, en particulier les partis principaux animateurs de la scène politique nationale, les syndicats, les mouvements religieux et philosophiques, les associations de développement, les femmes et jeunes, ex-officiers, les sous-officiers et hommes de rang, les paysans, les commerçants et artisans, les artistes, les médias, à travailler avec acharnement. Est-ce que c'est pas trop beau là? Est-ce que tout ça là, dans un contexte de multipartisme et des joutes oratoires qui avaient déjà cours, là en 91, il a été installé le 1er avril 91. C'était l'état de grâce encore. Un an après, je serais curieux de voir quel est le contenu du discours. Et après comment on appelle, les ordonnances, tant controversées, j'aurais été content de voir, j'aurais été curieux de voir en tout cas le contenu du discours qui a suivi. Et vous verrez que ce n'est plus du tout de ça qu'il s'agit. D'accord. Professeur Banibia Bigou, oui, sur cette même question, par exemple, en 93 déjà, Nicéphore Soglo a semblé aborder la question du développement dont vous avez parlé tout à l'heure. Et ça, vous allez peut-être confirmer ou infirmer, parce que s'il dit il ne saurait y avoir de croissance ni de développement sans travail, sans patriotisme, sans patience et sans discipline. Nous gagnerons si nous faisons ces 4 conditions que nous devons nous efforcer de traduire chaque jour dans les faits pour vaincre la misère et le sous-développement. Est-ce que déjà en 93, on a déjà commencé à penser maintenant à la question du développement, même si dans les faits, ce n'est pas forcément réel, est-ce que déjà on y pensait? Eh bien, absolument. C'est la question de pauvreté, de misère qu'on venait de traiter en 90. Donc, chaque discours, il faut l'étudier dans son contexte. Et puis, on le disait, non seulement on n'arrivait plus à payer les gens pendant 6 mois, mais il y avait aussi, on avançait des gens sans effet financier. Puisque les filles de paix sont encore là, on vous avance. Et on devait dégager. Et on devait demander, mais l'effet financier, etc. Donc lorsque lui est venu, on a failli aller à la cassure. Et au cours de la conférence, c'est de cela. Donc pour l'unité, pour le faire. Donc le contexte dans lequel il est arrivé, son discours ne pouvait qu'être inspiré de la situation qui venait donc de traverser. Donc dans ce cas-là, vous avez vu, quand vous voyez au niveau national, en termes de développement, comment vivent les populations, comment vivent leurs dirigeants, comment ainsi. Donc ça doit préoccuper. Parce que tout ce qu'on a vécu, ça interpelle tout le monde. Ça interpelle tout le monde. Donc, il faudrait situer ce discours dans ce contexte-là. Et par rapport à ce qu'on appelle l'électricité, l'électricité rurale, la téléphonie rurale et tout ça. Donc, ça fait partie donc, des éléments par rapport au développement dans notre pays. Et quand on voit la manière dont, comme on le dit, l'État riche et les citoyens sont pauvres, tout ça là aussi, il faudrait en tenir compte. Voilà pourquoi, dans ce discours, il faudrait le citer par rapport à ça. Donc, c'est pour cela que je dis, il y a le texte du discours, et il y a aussi des réalités. Donc, justement, est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il y a eu un fossé entre ce qui se disait et ce qui se faisait? Il a entamé, il a dit bien, il a entamé parce qu'il faut tenir aussi du temps. Les chantiers du développement. Il faut tenir aussi du temps. Une fois qu'on a dit, la volonté de pouvoir faire, mais encore il faudrait avoir le temps de pouvoir et les mettre en œuvre. Voilà pourquoi chaque fois, moi, je vois ce qui est dit et par rapport à ce qui se fait. Est-ce que c'est en adéquation? C'est comme ça qu'il faudrait, moi, j'apprécie ces discours-là. D'accord. Constant Yawedéou, sur cette même question, la question du développement, vous en avez parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on en faisait déjà après, on va dire, la stabilité, le renouveau démocratique? Oui. On a dit tout à l'heure que quand il y a la stabilité, qu'on pense au développement. Mais à partir de 90, on a senti que le problème, la question du développement a pris quand même
pris quand même corps, mais est-ce que dans le fond, c'était le développement ou c'était les effets de justification de là où nous sommes venus? Mais c'est ça. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on continue de dire que nous avons eu des primes à la démocratie. Est-ce que c'est les primes à la démocratie qui constituent notre développement ou bien ce que nous-mêmes, nous avons voulu? Monsieur Guédégué disait tout à l'heure on sent des mains à des moments donnés où s'il y a un président qui gênait la manière dont il faut le faire partie et tout ça. C'est vrai qu'après la démocratie, nous avons réglé ce problème, mais l'arrivée de notre démocratie fait partie aussi de classé dans ce registre où il fallait faire partie le régime révolutionnaire, le régime marxiste. Oui. Donc, juste après ça, il faut montrer maintenant que il faut prouver que le régime marxiste devrait disparaître. Et effectivement, on a constaté que les relations diplomatiques, tout ça a commencé encore par s'animer. Ce n'est plus l'URSS seul, c'est plus Moscou seul. On a constaté que tout le monde a commencé par s'intéresser à nous. Mais au fil du temps, on a constaté que ça a commencé par s'émousser. Donc c'était vraiment une prime à la démocratie que nous avons pensé comme développement. Quoique là aussi, on s'est trompé encore une fois. D'accord. Vous voulez dire quelque chose, professeur Hugo? Vous êtes d'accord avec lui? Oui, je suis d'accord avec lui. D'accord. À l'occasion par rapport à 1990, là, oui. Si on se retrouve, chaque année, on devrait dire quelles sont les recommandations qu'on a eu à prendre en 90. Chaque année, à quel niveau on est pour la mise en œuvre de ces recommandations, pour qu'elle les fait. Et c'est là le contenu des discours qu'on doit faire, on appelle l'état de la nation. Ici, c'est par rapport à à l'indépendance, à être nous-mêmes. Lorsque nous disons que nous sommes nous-mêmes là, qu'est-ce qui prouve fondamentalement que nous avons conscience que nous pouvons être nous-mêmes, que nous sommes véritablement nous-mêmes? D'accord. C'est là. Et 31 décembre, comme je dis, le bilan, par rapport à ce qu'on a dit en 90, où en sommes-nous chaque année. Et c'est à ce moment-là, ce sont des occasions pour rappeler justement comment on en est arrivé là et quelles sont les avancées. Et c'est à travers cela qu'on devait former les jeunes au niveau du primaire au supérieur avec des conférences, des débats et tout ça qu'on sache. Et nous minimisons ces trucs-là. Et quand les gens viennent, ils ne voient que les avantages d'un pouvoir et ils viennent là pour montrer qu'il y a quelque chose et tout. Et ça ne s'inscrit pas dans une ligne de développement. Exactement. Et c'est ça qui nous éviterait de voir des problèmes de personnes, des problèmes de principe. En 80, oui, excusez, enfin, oui, en 94, le 31 juillet 94, le président Nicéphore Dieudonné Soglo disait: nous devons mettre fin à cette atmosphère viciée de pré-campagne électorale, de lutte prématurée pour le pouvoir qui engendre des rivalités et des haines stériles. La question est-ce que le développement a-t-il été altéré par la politique politique? Le contexte crève l'œil. Parce qu'il y avait déjà les élections qui il était déjà en pré-campagne, il s'était déjà donné assez de coups. Donc c'est complètement autre chose par rapport à ce qu'il disait il y a 3-4 ans. Et donc ce sera toujours comme ça. C'est plus fort qu'eux. Et nous serions là que je doute qu'on puisse faire autrement. C'est pas évident de se lever au-dessus. Mais mettre en place une situation, un mécanisme qui nous permette d'évaluer à tout le monde l'effort que nous avons fait en tant que nation vers l'indépendance, vers la dignité nationale. Et je crois qu'on devait retrouver ça constamment dans tous les discours. Malheureusement, ça tend à disparaître. La manière dont les discours se font, il n'y a pas de secret. On va prendre celui de l'année dernière, celui d'il y a 10 ans, qu'est-ce que l'autre disait. On arrange et on présente une copie plus ou moins acceptable. Mais en quoi est-ce que ce soit un discours sur l'état de la nation ou un discours sur l'indépendance, en quoi est-ce que nous nous imposons réellement d'évaluer le chemin que nous avons parcouru? De quoi avons-nous convenu? Et
qu'est-ce que nous avons promis et qu'est-ce qui nous engage, et nous, et qui sommes au pouvoir, pour parler de celui qui doit tenir ce discours-là. Et quand on a promis le bien-être, ça doit se traduire en autosuffisance alimentaire et rejoindre l'idée d'indépendance nationale. Ça doit se traduire par l'assainissement des finances et moins de mains tendues, moins de subventions à l'équilibre de nos budgets. Et nous savons chaque fois, et bientôt on va voter encore le budget, que nous sommes encore très loin de l'équilibre et que nous continuons de vivre de subsides d'aide, de primes à la démocratie, remise de dettes par-ci par-là. Et moi, je serais curieux. Et quel est le président qui, pendant les 30 années, lequel a pu nous rappeler que le Bénin fait partie des 25 pays les moins avancés, les PMA. Nous sommes, j'aimerais qu'on me contredise, qu'on nous dise qu'on est déjà sorti de là et qu'on nous dise les efforts que nous devons faire pour ne plus retomber dans ça. Mais lorsque vous voyez au fond, est-ce que parfois vous n'avez pas l'impression qu'on a aussi réfléchi sur la question du développement en dents de scie au fil des années? Parfois on semble prendre conscience, sans un fil conducteur. Mais avec le temps peut-être on replonge encore dans les pratiques politiques et politiciennes aussi. Politiciennes, non, il faut dire que la réalité de la gestion du pouvoir est ténue, c'est pas simple. Je me mets à la place de ceux qui sont confrontés à ça. Rapidement, vous avez les cheveux gris, sinon blancs, parce qu'il faut gérer toutes sortes de contradictions, assurer le pain quotidien pratiquement à toute la nation. Ça ne va pas de soi, ça ne se fait pas sur un claquement de doigts. Et donc la tâche est immense. Il faut rendre hommage à chacun de ceux qui ont eu à diriger ce pays, à ceux qui ont eu à conduire les destinées de notre pays. Les avons-nous aidés suffisamment? Monsieur Bigou a beaucoup insisté sur nos rivalités futiles et stériles. Tout ça, ça nous a conduit où? À quoi d'intéressant? Et en quoi est-ce que nous sommes tournés comme nation et vers l'accomplissement d'un destin qu'on veut et commun, qu'on veut beau? Et nous ne sommes pas habités par ça. Le citoyen reste étranger à l'État. La construction de l'État, que ce soit révolutionnaire ou démocratique, a été toujours jonchée de comportements déviants, de comportements, en tout cas, qui faisaient qu'il n'y avait pas de convergence. Et donc, l'effort ne pouvait rien produire de substantiel. Et donc, les conditions pour y arriver, on ne les a pas suffisamment définies. On a même parlé à un moment, on a retenu quelque chose d'assez fédérateur, avec les études de perspective à long terme, les NLTPS, qui ont été réalisées sur le président Kérékou, et qui devaient nous amener en 2025 à faire du Bénin un pays phare de bonne gouvernance, uni, avec le scénario Alafia plutôt que le scénario Ouattara, qui est l'autre extrême. Les mots parlent d'eux-mêmes. Mais est-ce qu'entre l'un et l'autre, nous ne sommes pas dans le scénario de la tortue sur le dos, de l'immobilisme, où on n'avance pas, on ne recule pas? On va revenir tout à l'heure aux perspectives. Donc, comment est-ce que nous intégrons les exigences de ces objectifs-là? Et c'est l'exercice auquel pourrait servir le 1er août le discours du chef de l'État, éventuellement. Ben, il a mis le doigt sur la question de l'assainissement des finances publiques ou encore de la bonne gestion de l'État. Et déjà en 2005, le président Mathieu Kérékou, vers la fin de son mandat, 31 juillet 2005, disait « La mauvaise gestion de nos sociétés d'État, les multiples dérives et les graves déviances intervenues dans tous les secteurs et à tous les niveaux ont tout fait de saper les bases de l'économie nationale et du pouvoir d'État. » 2005. Et en 2006, Boniaï, le 31 juillet, disait la même chose. La bonne gouvernance dans tous les domaines de la vie publique, économique et sociale est préalable pour l'amélioration du bien-être collectif. Et le même Boniaï en 2016 tirera la conclusion en 2015, parce qu'on a fait justement une étude des choses, que le phénomène de la corruption s'est généralisé à cause de l'impunité. Professeur Léon Bani-Bigou, cette question de l'assainissement des finances publiques, on n'a pas pu la résoudre déjà dès les années 2000. Oui, on peut la résoudre parce que nous n'avons pas trouvé le système pour pouvoir régler ce problème. On a le problème, mais on n'a pas trouvé, ou bien se refuse de chercher la raison pour le faire. Ce n'est pas une impossibilité. Vous avez, donnez-moi l'exemple d'un seul régime de 60 à maintenant qui avait eu au pouvoir pour dire voilà, le régime passé avait fait ceci de bien qu'il faut renforcer. Et voilà là où c'est qu'il faut corriger. Donnez-moi un seul exemple d'un chef d'État qui, au cours de son discours,
qu'elle soit par rapport au voilà, j'ai là, et pour le régime, voilà, ils vont faire une époque pour ici, ça. On dit, ils n'ont rien fait, on n'a rien fait. Donc, il n'y a rien de façon, qu'il soit mauvais de façon absolue ou bon de façon absolue. Donc, d'abord, c'est d'abord une question mentale. On ne se met pas en posture, dès qu'on arrive à tout ce que le prédécesseur a fait, c'est mauvais. Non, il n'y a rien qui soit mauvais de façon absolue. Il y a toujours quelque chose de bon qu'il faut prendre et qu'on renforce. C'est d'abord ça. Tant qu'on n'aura pas pris conscience de cela, on est plus là. Deux, lorsque François est arrivé au pouvoir, fondamentalement, ou pense prendre les responsabilités à tous les niveaux, mais quel est le temps qu'ils prennent d'abord pour savoir vraiment tel par une analyse claire et claire scientifique de ce qui nous arrive, secteur par secteur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on en est à cela? Pourquoi on est ici et ça? Pour ne l'avoir pas fait, on commet toujours les mêmes erreurs. Voilà pourquoi vous avez vu ce discours-là. Oui. Et c'est normal, parce que c'est la logique même du système dans lequel on se retrouve. Si on était dans une autre posture, on dit bon voilà, moi j'ai hérité d'ici. Mais ils avaient fait quand même. Le pays avance quand même. Il y a quand même, qu'on ne dit pas que ça n'avance pas, le pays avance quand même. Il y a un certain nombre de choses qui se font. Mais ce n'est pas celui qui est arrivé là qui le fait. Donc chacun vient, il ajoute ce que l'autre fait. Mais ce qui est mauvais, bon, la corruption. Oui. Mais vous voyez, très souvent, ce que j'ai dit, on veut une chose et son contraire. On le dit comme pour dévier l'attention des gens. Mais dans la réalité, vous avez vu, les Béninois, quand vous parlez avec les Béninois, ils sont au courant de tout. Mais bon, ce qu'on le dit officiellement, et par rapport à ce qui se fait en réalité, c'est là qu'il y a une hiatus. Pourquoi? À travers les textes qu'on prend. En réalité, est-ce qu'on applique les textes? Les lois sont là pour réprimer la corruption, pour ceci, cela. Est-ce qu'on n'a jamais appliqué ça? C'est là. Ça ne sert à rien du tout. Il faudrait que réellement, vous savez ce qu'on dit, par rapport à ce qu'on fait, c'est comme ça que moi je vais pour être convaincu de l'honnêteté ou de la malhonnêteté de X ou Y. Qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il fait? C'est à ce niveau-là. Nous, tant que on ne se met pas d'abord dans la posture que les tests que nous prenons, les beaux tests que nous prenons, et Dieu sait qu'on en a, tant qu'on ne veut pas les appliquer, les gens, on va toujours piétiner et le risque, c'est qu'on laissera un mauvais héritage aux générations futures. Très bien. Monsieur Constant, il y avait de vous-même question, la question de l'impunité, elle existait depuis, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui et ça ne finira jamais si nous ne nous rappelons pas nos repères. Parce que, tel que le professeur l'a dit, nous ne manquons pas vraiment les tests qu'il nous faut. Si c'est les tests, il y en a suffisamment. Il y en a suffisamment. Mais c'est l'application. Vous avez vu, ce qui a manqué en 1960, on a rattrapé ça en 1990 à la conférence nationale. En 1960, les Béninois ne s'étaient pas assis comme ça pour réfléchir à un départ qu'ils doivent faire, mais on nous a donné ce départ-là. Et on a vu comment on a géré. Donc à partir de 1990, à partir de la conférence nationale, vous avez vu, et les Béninois ils sont très conscients d'avoir participé à une nouvelle orientation de leur destin. Ils ont senti qu'ils sont impliqués. C'est pour ça que vous avez vu notre constitution, la jalousie avec laquelle chaque Béninois tient la constitution de 1990, vous sentez que chacun se dit « je suis dedans, c'est moi ». Et à chaque fois, on fait référence à ça. Donc, tant que chaque président ne viendrait pas au pouvoir pour être un manager, mais pour être le messie, ça va être toujours problème parce que chacun vient, au lieu de coordonner les choses, il pense que c'est son aspiration. Non, le peuple ensemble a déjà mis une base. Il reste maintenant à évoluer dessus et tel que le professeur a dit, à un moment donné, 1er août, on s'arrête, on se dit bon,
qu'est-ce qui a marché dedans, qu'est-ce qui n'a pas marché, où est-ce que ça n'a pas marché, et on met encore le turbo à ce niveau parce que nous avons un objectif. Mais le drame est que tout le monde se calque sur l'objectif de celui qui est au pouvoir et non sur l'objectif de ce que le peuple a retenu et qui va s'appliquer à lui. Je crois que c'est là où il y a fondamentalement le problème. Il faut qu'on démarque les choses. Oui. Qu'est-ce qui est pour le peuple, qu'est-ce qui est pour le manager. Alors, Monsieur Joël Ataïgadegbe, en 2016, le président Patrice Talon, le 31 juillet 2016, le président Patrice Talon disait dans son discours « Il est temps d'entamer résolument la lutte contre la pauvreté et le sous-développement, car la liberté dans la pauvreté n'est qu'un leurre. La liberté n'est pas une fin en soi. » Doit-on dire qu'il y a déjà une prise de conscience? Il n'y a presque rien de nouveau sous le soleil. C'est des paroles convenues et avec lesquelles nous sommes en plein accord. La question est puisque nous établissons un parallèle entre le dit et le faire, c'est le faire. Qu'on est passé maintenant à l'action. Passer à l'action est en partie, mais encore faudrait-il que même celui qui est en train de faire donne à comprendre ce qu'il fait et entraîne davantage à aller dans ce sillage-là. Mais si je ne comprends pas, je ne peux pas adhérer, je ne peux pas participer si je ne me sens pas concerné. Donc, dans ce contexte, à réinventer cette pédagogie. D'accord. À réinventer une pédagogie dans les discours. Oui, dans la fête nationale. Pas seulement de la fête nationale, je parle en situation de direction de... M. Yawedo parlait de manager. Oui. Le manager doit pouvoir, comme le leader, entraîner derrière lui, pas en tant que Messie, mais en tant que celui qui facilite la compréhension, la prise en charge individuelle, l'intériorisation des exigences, des objectifs qui sont arrêtés. Un général qui ne se fait pas comprendre des officiers et autres est perdu sur le champ de bataille. Donc il faut que nous arrivions à trouver cela et que chacun se sente peu ou prou concerné par le destin de ce pays. J'ai souvent mais dans un contexte où parfois aussi on a de la peine à écouter l'autre, est-ce que la tâche n'est pas peut-être parfois compliquée? Justement, lorsque les gens qui sont destinés à écouter ne veulent même pas entendre. Nous ne sommes pas très tolérants les uns envers les autres et on laisse à peine le temps de l'état de grâce et de toute façon l'état de grâce ne dure plus un an, c'est un mois, c'est 3 mois, c'est à l'aune de la faim ou de l'impatience des uns et des autres. Les dirigeants aujourd'hui un peu partout dans le monde sont obligés de faire avec. Macron n'aurait jamais imaginé qu'il aurait ces gilets jaunes de manière aussi durable et donc les temps changent. Et le leadership, enfin le management des États aussi doit pouvoir changer. Et je voudrais suivre le président Talon quand il parle de travailler sur les déterminants du bien-être et au-delà de la liberté qui est essentielle. On ne doit pas opposer la liberté au pain. Les deux vont de pair. Mais pendant que nous prenons cela, et pour revenir aux objectifs d'éducation, aux objectifs de satisfaction enfin, en termes de soins de santé, d'autosuffisance alimentaire. De l'énergie. Quel est aujourd'hui le Béninois qui pourrait dire comment le pouvoir actuel gère l'agriculture en dehors du coton? Nous pouvons presque d'instinct donner les performances au niveau du coton. Oui. Mais il n'y a pas que le coton. Il y a aussi les cultures vivrières. Oui, et je ne veux pas les opposer. Et j'imagine qu'il y a des efforts, et je sais qu'il s'en fait. Mais combien parmi nous sont capables de restituer la démarche, de dire où nous allons? D'accord. Donc, si on ne fait pas... c'est indispensable d'avoir cette pédagogie pour que nous intériorisons les exigences de l'heure et que nous y mettions. Les paysans, est-ce qu'on s'est fixé des objectifs pour que, par exemple, son revenu s'accroisse de telle quantité ou de tel montant? Je n'ai entendu aucun régime dire dans ce pays il faut que l'économie rurale permette aux paysans de se suffire à lui-même, de pouvoir envoyer ses enfants à l'école correctement, se soigner, ainsi de suite. On a lancé, par exemple, hier,
l'arche, ce qui se veut quelque chose de nouveau. Et bien sûr, il faut de la méthode, il faut de la progressivité et autres. Mais l'enfer est animé des meilleures intentions. Et si l'ensemble du corps social, l'ensemble du peuple ne comprend pas, il sera impatient. Parfois aussi, les autorités demandent une certaine patience de la population à la base, mais la population ne veut pas peut-être écouter aussi patienter. Non, patience, mais attendez, par exemple, ce qui a été fait... On ne peut pas tout faire aussi à la fois. Non, nous avons déploré l'impunité, la corruption. Oui. Par exemple, dans le milieu hospitalier. Oui. Le gouvernement a essayé de résoudre ça en dégageant le droit de grève, parce qu'il a agi sur un facteur défavorable. C'est possible. En obligeant les médecins à choisir entre le public et le privé. Mais pendant qu'il le fait, est-ce que réellement on s'est assuré qu'au plus loin, dans les campagnes, dans des zones mal desservies, les gens ont la possibilité d'accéder à un médecin digne de ce nom? Est-ce qu'on s'est assuré de l'engagement au CNHU? D'accord. Il y a beaucoup de questions auxquelles on prend d'autres de réponses. Et savoir où est-ce que nous en sommes, ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons changer nous-mêmes de nos comportements. Est-ce qu'on doit tous aller au CNHU quand on est malade? D'accord. Professeur Banibia Bigou, alors on sait qu'après un régime, le pays continue toujours. Et vous l'avez dit tout à l'heure, à l'occasion de la fête nationale, on devrait le plus penser à l'État, à la République, plutôt qu'à un individu, fut-il président de la République. Absolument. Alors, quelles sont les perspectives encore pour les discours sur l'état de la nation, peut-être, ou encore à l'adresse des populations à l'occasion de nos fêtes nationales, au-delà d'un simple régime? Qu'est-ce qu'on a encore à faire dans ce contexte? Ce qu'on a à faire, d'abord, développer l'écoute et le dialogue. Deuxième principe, la plupart de nos mots dont les conséquences sont senties au niveau de la vie sociale, c'est cette insuffisance au niveau de 3 pôles qui devaient pouvoir travailler en synergie pour qu'un pays, quel qu'il soit, puisse être debout par rapport pour être à l'abri des problèmes dont nous parlons. Les 3 pôles, c'est celui qui décide, le décideur. Le deuxième pôle, c'est celui qui éclaire le décideur. Et le troisième pôle, c'est le développeur. Et le décideur, c'est aujourd'hui, là, c'est le gouvernement et l'Assemblée nationale. C'est un truc qui décide au nom de la population. Et pour pouvoir décider, ce décideur-là n'a pas la science infuse. Il doit pouvoir être éclairé sur la base d'un certain nombre de données à tous les niveaux. Jusqu'au niveau des populations, vous avez parlé de l'agriculture, vous avez parlé de l'élevage, tous les secteurs de l'économie, il y a des spécialistes de ça. Donc ce sont des chercheurs que j'appelle éclaireurs, qui doivent pouvoir éclairer les décideurs. Mais les deux ne suffisent pas pour qu'on dise qu'on a réglé ou bien qu'on est en train de régler, d'aller progressivement vers le développement. Il faut un troisième pôle, c'est le développeur. C'est l'opérateur économique. C'est lui qui opérationnalise les résultats de recherche. Mais tant qu'un régime n'arrive pas à faire fonctionner, à faire travailler ces 3 pôles en synergie, si on dit qu'on se développe, on se ment. C'est ma conviction. Et c'est en cela que, donc, s'il y a des défis à relever, c'est la capacité d'un gouvernement à pouvoir faire travailler ces 3 pôles-là. Et si chacun fait son travail, vous verrez ce qui va se passer. Monsieur du Constant, point de vue d'amélioration des changements qualitatifs au niveau de nos sociétés. Oui, Constant Yaoudébou, la même question, les perspectives. Les perspectives, je crois qu'il faut penser à éviter de personnaliser la politique de développement. Oui, ça écarte des objectifs réels. Encore que nous sommes à l'aide des réseaux sociaux aujourd'hui. Maintenant, deuxièmement, c'est la communication. Il faut savoir quelle communication de développement convient au peuple. Il faut faire non seulement une communication de management, mais il faut faire une communication de développement. Et troisièmement, je ne sais pas quelle formule ça peut prendre. Est-ce que par rapport à cette influence des régimes sur les fondamentaux de développement et de notre indépendance, est-ce qu'il ne faut pas créer un observatoire indépendant de développement? Je ne sais pas quelle forme ça peut prendre pour que quand on rentre là,
on sait que c'est un observatoire, je voulais parler de laboratoire, où on sait que c'est un débat scientifique qui se mène dépourvu de toute politique et qu'on pense réellement à ce que nous sommes donnés comme objectif en amont et en aval. Merci. Voilà, Monsieur Joël Taïgedegbe, pour finir, quelle est la place ou que doit faire le citoyen dans le processus de développement? Le citoyen, finalement. Partition à jouer. Absolument. Non, c'est déjà devenir citoyen. Et sinon, si on se croit citoyen, devenir encore plus citoyen actif et non passif. On ne peut pas rester dans nos 4 murs et espérer que ça change. Chacun de nous doit s'engager et doit trouver le moyen de participer, de prendre sa part de l'immense chantier qui est là devant nous. Et on n'est pas obligé d'être d'accord avec le pouvoir qui est en place. M. Yaoundé disait ne pas personnaliser, ne pas faire de fixation par rapport à celui qui dirige ou à l'équipe qui dirige. Même l'opposition a de quoi contribuer et est souhaitable pour... En démocratie, de toute façon, de la contradiction jaillit la lumière. Donc, nous devons pouvoir développer des valeurs sublimes de respect du bien public. D'abord, notre devise, il faut que ce soit un acquis pour nous. Fraternité, justice, travail. Est-ce que nous revisitons souvent cela? Interrogeons maintenant, confrontons nos actes à cela, à ces objectifs-là, à cette vision, pardon. Ensuite, je parlais d'autres valeurs sublimes. Le respect du bien public, mais aussi la considération de l'autre, se mettre à la place de l'autre pour se demander comment, pourquoi, et c'est comme ça. Sinon, ce n'est pas possible de se comprendre, de s'accepter dans une nation où nous sommes divers, où nous avons des aspirations, nous avons aussi des origines de toutes sortes. Donc, il faut un minimum de considération pour la tolérance et la différence. Et ça ne tue pas d'être différent. Oui, je vous en prie. Oui. Quand vous avez parlé des citoyens, là, en réalité, les préoccupations du citoyen, c'est ce qu'on appelle pour toi la base, là, ce sont les chercheurs. Parce qu'un chercheur, domaine par domaine, il dit secteur par secteur, c'est lui qui connaît tous les problèmes, c'est ce qui fait sa spécialité. Donc, en réalité, dans vos 3 piliers, les citoyens se retrouvaient. Non, c'est le citoyen, justement, c'est là, le citoyen se retrouve là. Parce que le chercheur, ce n'est pas quelqu'un qui invente. Bien sûr. Non, il va jusqu'au niveau de l'amour d'accord. Vous allez le citoyen, c'est celui qui paye aussi l'impôt, qui a ses devoirs, qui n'a pas que des droits. Ce n'est pas toujours les dirigeants. Si on attend tout du sommet, on n'en finira jamais avec le messianisme, et puis de toute façon, on n'y sera jamais. Donc il faut qu'on ait la capacité, au-delà de notre participation, d'interpeller et de prendre la pleine mesure de... Et je voudrais dire, parce que symboliquement, cette fête du 1er août, depuis quelque temps, nous pose un problème. Et pour des raisons de gestion du temps, notamment. Le défilé national est réduit à son aspect militaire et paramilitaire. Et comment au plan national, au plan national, oui, mais aussi le défilé, ça continue. Oui, il faut pouvoir, j'ai été interpellé là-dessus. On doit pouvoir expliquer aussi aux gens qu'il y a une rupture par rapport à ce qu'on faisait avant. Est-ce que le défilé du 1er août de la fête nationale doit être toujours militaire? Il faut qu'on comprenne aussi. Le pratique. Très bien, très bien. Faisons en sorte que rapidement sur cette même question, la responsabilité du citoyen lui-même. Oui, c'est ça qui doit être au centre de tout. Quand celui qui veut faire ou pour qui on veut faire n'est pas conscient de ce qui est en train d'être fait, ça veut dire qu'on a perdu son temps. Pour lui en plus, ça veut dire qu'on ne sait pas ce que nous sommes, ce que nous voulons. Et c'est d'abord ça, le citoyen. Aujourd'hui, quelle est la position ou la place du citoyen béninois dans la sous-région, sur le continent et dans le monde entier aujourd'hui où on parle de globalisation? C'est pour ça que je parle de communication, de développement aussi. Mais un citoyen béninois aujourd'hui est à redéfinir. Très bien. Si nous ne redéfinissons pas ce que c'est qu'être un citoyen béninois, on va attendre des occasions de chance
comme le Bénin à la CAN, au Canal, pour voir le citoyen béninois, c'est pas là, très bien. Et comme le dit notre devise nationale, fraternité, justice, travail, il faut se mettre résolument au travail pour continuer aussi dans les années à venir à revenir avec peut-être des bilans plus élogieux que dans le présent. Merci infiniment à vous, professeur Léon Banibio Bigou. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Merci d'avoir effectué le déplacement. À vos côtés, Constant Yaoudéou, directeur de Radio Planète. Merci infiniment. Vous êtes analyste politique aussi. Merci d'avoir été là. Et puis, Joël Atay-Guédégbé, acteur de la société civile. Merci infiniment d'avoir partagé avec nous ces moments d'échange et de réflexion aussi sur notre État, notre République, en matière des discours de nos chefs d'État depuis les années 60 jusqu'à nos jours. On va dans quelques instants se projeter davantage vers l'avenir, vers la suite, sur cette même réflexion avec notre chroniqueur, notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican. Mais le temps de l'installer, nous allons écouter notre consultant en santé, Dr Rodrigue Agombonou, qui ce matin nous parle de la santé au travail. Suivons plutôt. L'OMS et le Bureau international du travail se sont réunis en comité et ont donné une définition de la santé au travail. Donc, ce comité définit la santé au travail comme une science qui s'occupe dans un premier temps soit de la préservation et promotion de la santé du travailleur et de sa capacité de travail. Deuxième chose, l'amélioration du milieu de travail et du travail qui doit être rendu favorable à la sécurité et à la santé. Et en troisième point, l'élaboration d'une organisation et d'une culture de travail qui développe la sécurité et la santé au travail. Avec cette définition, on peut déjà comprendre que la santé au travail a pour objectif de préserver la santé du travailleur, donc de faire tout pour que le travail ne contribue pas à l'altération de la santé du travailleur. Donc ce qui passe par beaucoup de mesures de prévention, essentiellement par des mesures de prévention en milieu de travail. Et l'autre aspect aussi de la santé au travail, c'est la promotion de la santé du travailleur. Dans ce cas, il n'y a pas forcément une maladie qui est en vue, mais c'est des activités que mèneront le médecin du travail ou le professionnel de santé au travail au sein de l'entreprise dans le but de favoriser davantage une bonne santé. C'est comme par exemple l'instauration d'un club de sport au sein d'une entreprise, c'est pour promouvoir la santé. C'est comme par exemple l'instauration aussi d'une cellule de lutte contre le VIH qui va s'occuper de la sensibilisation des travailleurs pour les méthodes à adopter pour éviter la contamination ou le VIH. Donc, c'est essentiellement ces deux volets, déjà de ces deux volets que s'intéresse à la santé au travail. La santé au travail, c'est une obligation légale, nationale et même internationale pour l'employeur de recourir à un service de santé au travail au profit de ses travailleurs. Donc, quel que soit le nombre de travailleurs au sein d'une entreprise, l'employeur doit avoir en tête de maintenir, de préserver la santé de ses travailleurs, donc de recourir à des professionnels de santé, des professionnels issus à santé au travail qui s'occuperont surtout de la prévention des maladies professionnels, des accidents de travail et aussi de la promotion de la santé au sein de cette entreprise. En réalité, étant donné que c'est une obligation légale, le travailleur a le droit bien sûr de réclamer ce service, de réclamer les activités de santé au travail et peut bien sûr se rapprocher de la direction, de l'inspection du travail, de l'inspection médicale du travail pour déjà dénoncer cet état de fait si au sein de son entreprise, l'employeur ne vise pas la préservation de sa santé, la promotion de sa santé. L'institution d'un service de santé au travail ou le recours à un service de santé au travail
n'a rien à voir avec le fait que le travailleur soit déclaré ou non. Parce que ce service est au profit de tout travailleur de l'entreprise, qu'il soit occasionnel, qu'il soit un prestataire, qu'il soit aussi un salarié de l'entreprise. Donc dans ce cadre, lorsque le travailleur soit déclaré ou non, soit reconnu par la sécurité sociale ou non, c'est de son droit de bénéficier des services de santé au travail. Malheureusement, au Bénin, le problème qu'on a, c'est que l'emploi est devenu un objet de chantage. Et ce qui fait que le travailleur, ce qui le préoccupe en premier, c'est déjà l'emploi. C'est déjà l'emploi qui le préoccupe. Dès qu'il apprend qu'il y a un poste qui est ouvert, qu'il y a un avis de recrutement, il ne fait que préparer juste son dossier et aller déposer. Maintenant, c'est lorsqu'il commence cette activité ou ce travail qu'il se rend compte que ce travail est en train de favoriser l'altération de sa santé. N'ayant pas les connaissances requises pour exiger cela de son employeur, il se résout à se taire. Mais normalement, c'est une obligation légale pour un employeur de mettre à la disposition de son entreprise, de son personnel, le service de santé au travail. La culture de la santé au travail revient à nous tous d'ailleurs, aussi bien le salarié, aussi bien l'employeur et aussi à l'État aussi, puisque les tests existent, les lois existent pour exiger des entreprises qu'ils aient recours à un service de santé au travail. Donc l'État a un rôle à jouer, c'est davantage de veiller à ce que ces lois soient respectées. Ces lois, ces arrêtés, les décrets soient véritablement respectés dans ce cadre. Et le travail aussi revient aussi aux mass médias, c'est comme nous le faisons déjà, où nous sensibilisons déjà aussi bien les employeurs que les travailleurs à penser à leur état de santé tout en travaillant. Donc il faut qu'ils aient un bien-être au travail, qu'ils aient une bonne santé au travail, puisque de ça aussi dépendra le rendement pour l'entreprise, de ça dépendra aussi l'efficacité du travailleur, et cela aussi pourrait favoriser son maintien à son poste, c'est ça. Donc le travail revient aussi aux employeurs et aussi aux travailleurs, déjà ceux qui nous écoutent, de reconnaître et de savoir qu'effectivement c'est un droit pour eux et un devoir pour leur employeur. Et je voudrais tout simplement vous dire que le recours à un service de santé au travail peut se passer sous 3 modes au Bénin. Il y a déjà soit vous-même vous décidez de créer ce service au sein de votre entreprise, donc vous avez comme une infirmerie, mais ça s'appelle service de santé au travail au sein de votre entreprise, un service que vous gérez, qui est géré par un médecin du travail sous votre tutelle bien sûr, ou vous pouvez aussi solliciter et vous pouvez vous mettre en association avec d'autres entreprises avoisinantes pour créer aussi un service de santé au travail, mais qu'on parlera de service inter-entreprise, donc dans ce cas qui est géré par toutes les entreprises qui se sont réunies pour créer ce service. Ou dans un troisième temps, vous pouvez aussi solliciter le concours d'un centre de santé ou d'un centre hospitalier, soit privé ou public, à travers une convention, et bien sûr selon les modalités dont vous serez au courant lorsque vous serez décidé, pour mettre au service au profit de votre entreprise, de vos travailleurs, les services de santé au travail. Et cela va de votre intérêt bien sûr de mettre ce service, d'instaurer ce service de santé au travail, soit au sein de votre entreprise ou en dehors de l'entreprise, parce qu'un travailleur en bonne santé pourra donner le meilleur de lui-même. Aux employés, nous allons les exhorter à se mettre ensemble pour pouvoir exiger, pour pouvoir demander, réclamer de leur employeur ces services de santé au travail. Je pense que, à mon humble avis, qu'il faut que vous soyez en bonne santé pour maintenir vos capacités au travail. Imaginez que au cours de votre premier emploi, vous n'avez pas bénéficié de ces services, donc vous avez adopté un rythme de travail, on vous a imposé une organisation de travail, vous avez fait des tâches qui ont altéré votre santé, qui vous ont exposé à des maladies, qui ont diminué votre capacité de travail.
c'est évident que vous ne ferez pas forcément les 30 ans de service, hein. Vous ferez difficilement ces 30 années de service, surtout si vous êtes encore en privé. Ça va être encore très compliqué pour vous, et mieux si vous n'êtes même pas déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale, donc c'est foutu. Nous, en santé au travail, nous on s'occupe de la prévention de l'altération de la santé. Donc tout ce qu'on va faire pour que le travailleur ne tombe pas malade. Or, l'assurance, c'est lorsque souscrit à une assurance, c'est bien. Cela fait partie des conventions collectives, cela fait partie aussi des exigences du code, mais cela seul ne suffit pas. Parce que là, c'est comme si on attend que le travailleur tombe malade déjà, avant qu'il ne se retrouve à l'hôpital et qu'il ne soit soigné. Et si c'est peut-être une maladie irréversible, qu'on aurait pu éviter en instaurant juste une organisation de travail, en instaurant des conditions de travail, un environnement de travail qui évite qu'il tombe dans cette maladie, ce serait bien. Donc c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, c'est vrai, la pratique commune pour les entreprises, c'est de recourir facilement à une assurance, à un tiers payant, et selon eux, ils se doivent occuper de la santé des travailleurs. C'est très louable. Nous ne sommes pas en train de mettre ça de côté, c'est très louable, mais il y a mieux à faire. Il faut éviter déjà que le travailleur ne tombe dans la maladie. Cela pourra même faire que votre entreprise ne consommerait même pas assez le quota auquel il a souscrit auprès de ses assureurs, et cela pourrait lui permettre de réduire un tant soit peu même aussi ce qu'il investit dans les assurances.